La Bérarde, c'est un hameau qui se situe au fond de la vallée du Vénéon, en Isère, à 1700 mètres d'altitude. Et c'est un lieu qui est mythique, puisque ça a été le berceau de l'alpinisme dans le massif des Écrins. Et dans la nuit du 20 au 21 juin 2024, le torrent des Étançons il est sorti de son lit et il a déposé près de 200 000 m3 de cailloux au niveau de la Bérarde. Il s'est ensuite creusé un nouveau lit à proximité directe du cœur historique du hameau. Quand on regarde dans l'historique et quand on regarde les modifications du paysage engendrées par cette crue, on ne retrouve pas la trace d'un événement aussi majeur depuis au moins plusieurs siècles sur cette zone. Heureusement, cet événement n'a pas causé de victimes, mais il a nécessité l'évacuation de plus d'une centaine de personnes, d'abord dans la nuit, puis dans la matinée du 21 juin, par hélicoptère. Par contre, d'un point de vue matériel, de nombreux bâtiments ont été détruits, et les réseaux d'eau, d'électricité et la route ont aussi été impactés. Quand on travaille sur les phénomènes naturels en montagne, on fait face à des incertitudes qui sont fortes. Et c'est d'autant plus le cas dans la compréhension de cette crue, puisqu'elle a eu lieu au milieu de la nuit, en haute montagne, au cœur du massif des Écrins. Donc, au lendemain de l'événement, on n'est pas capable d'expliquer les causes et la temporalité de la crue. À la suite de la crue, l'État a missionné le service de restauration des terrains de montagne de l'ONF en Isère pour produire une rétro-analyse de l'événement. L'objectif, c'était de comprendre les causes de la crue et d'estimer si un événement de ce type pourrait se reproduire à l'avenir. On a donc réalisé un travail d'enquête en s'appuyant à la fois sur les témoins qui étaient présents à la Bérarde cette nuit-là et sur une trentaine de scientifiques qui se sont mobilisés pour apporter leur expertise. Alors la première étape de cette enquête, ça a été de reconstituer l'épisode météorologique qui a précédé l'événement. Et pour ça, on a fait appel à nos collègues de Météo France et du Centre d'études de la neige à Grenoble. Notre contribution a porté sur l'analyse du contexte météorologique et l'estimation de la quantité d'eau issue de la pluie et de la fonte nivale lors de cette crue. L'objectif était aussi de contextualiser l'ampleur de l'événement depuis que nous avons des données d'observation, c'est-à-dire depuis les années 1960. En alimentant et en croisant nos modèles avec les données d'observation, on arrive à reconstituer le déroulement d'un événement et c'est ce qu'on a fait pour la Bérarde. Alors déjà, l'élément déclencheur des pluies intenses qui ont lieu avant la crue, c'est la remontée d'une masse d'air chaude provenant des régions méditerranéennes. Cette masse d'air, elle a rencontré le massif des Écrins qui a joué le rôle de barrière naturelle. Au contact du relief, l'air chaud humide a été propulsé en altitude, il s'est refroidi et a été transformé en précipitations de pluie et de neige. On a estimé le cumul d'eau issu de ces précipitations à 127 mm en 48 heures, ce qui est assez conséquent. Au même moment, la limite pluie-neige est remontée à 4000 mètres d'altitude avec un réchauffement abrupt de 3,6 degrés au-dessus des normales de saison. À la veille de la crue, le manteau neigeux observé à la station niveau Écrins, donc au-dessus de la Bérarde, avait une hauteur de neige environ 2 fois supérieure à la normale de saison. Grâce au modèle S2M, on a pu reconstruire l'évolution de la fonte de la neige, qui a été accélérée par les températures élevées de la masse d'air chaude et humide provenant du sud, et dans une moindre mesure par la pluie. C'est à ce moment-là que l'on s'est rendu compte que cette fonte était exceptionnelle, puisqu'en 48 heures, le manteau neigeux a perdu l'équivalent de 75 mm en eau sur l'ensemble du bassin versant des Étançons. En combinant la pluie et la fonte de la neige, on estime que cet événement a généré 200 litres d'eau par mètre carré sur l'ensemble du bassin versant, dont 65% proviennent de la pluie et 35% de la neige. Si on combine la pluie et la fonte de la neige, le volume d'eau généré sur 2 jours correspond à une période de retour d'au moins 100 ans. Ce graphique présente des données issues du modèle S2M depuis les années 1960. Chaque point ici correspond à un événement de pluie et de fonte nivale sur 48 heures. Et quand on s'intéresse à l'événement du 19 au 21 juin 2024, on voit qu'il est tout seul en haut à droite du graphique. Et cela est dû au fait qu'il combine à la fois des pluies intenses et une fonte nivale intense. On voit vraiment qu'il est tout seul dans ce coin-là du graphique et donc que c'est un événement unique. Donc les analyses météorologiques, elles montrent bien que c'est la combinaison de la pluie jusqu'à haute altitude et de la fonte de la neige qui ont produit beaucoup d'eau en haute montagne. Maintenant, la question à laquelle on a voulu répondre, c'était de savoir si cette pluie et cette fonte, elles peuvent expliquer à elles seules l'ampleur de la crue qui a touché la Bérarde. Et pour ça, on a fait appel à l'expertise en hydrologie de nos collègues d'EDF. Pour mieux comprendre et anticiper la quantité d'eau qui coule dans les rivières et torrents de montagne, EDF a développé des moyens de mesure et de modélisation spécifiques bien adaptés à l'hydrologie de montagne. Ça nous permet de dimensionner nos ouvrages, comme par exemple les barrages hydroélectriques, et aussi de mieux les gérer et de les protéger, par exemple en ouvrant les vannes en anticipation d'une crue. Pour en revenir à la Bérarde, EDF gère depuis les années 50 une station de mesure des débits située aux étages un peu en aval du hameau. Mais cette station a été détruite le 21 juin par la crue vers 2 h du matin. Les dernières mesures automatiques réalisées indiquaient une brusque montée des eaux la veille vers 22 h,
jusqu'à atteindre un débit de 80 m³/s avant destruction complète du capteur. Pour connaître le débit maximum réellement atteint après la destruction de la station de mesure, on va utiliser ce qu'on appelle des laisses de crue. Ce qu'on appelle des laisses de crue, ce sont des dépôts laissés par la crue sur les berges qui donnent une indication de la hauteur d'eau maximale atteinte. Grâce à ces laisses de crue, on a pu estimer à 90 m³/s le débit maximum atteint lors de cet événement. Mais pour les spécialistes, cette montée soudaine des débits et surtout les énormes transports de matériaux semblaient difficilement explicables par la seule action de la pluie et de la fonte des neiges. Pour en avoir le cœur net, on a utilisé un modèle hydrologique qui s'appelle Mordor, qui permet de simuler heure par heure le débit d'un cours d'eau à partir des observations de pluie et de température, en représentant l'ensemble du cycle de l'eau, dont la fonte des neiges. Les résultats de cette simulation sont très proches des débits mesurés aux étages, juste avant la brusque montée des eaux qui a détruit la station de mesure. Par contre, d'après ce modèle, le débit maximum aurait dû être atteint le 21 juin vers 8 h du matin, donc bien après la montée des eaux constatée par les témoins vers 1 h à la Bérarde et mesurée peu après aux étages. Dit autrement, si on ne tient compte que de la pluie et de la fonte de la neige, la crue aurait dû être moins forte, moins dynamique, et surtout, elle aurait dû arriver bien plus tard. Alors l'analyse hydrologique, elle a montré qu'on ne pouvait pas expliquer la crue de la Bérarde en milieu de nuit avec uniquement la pluie et la neige, ce qui veut dire qu'il y a un autre facteur qui a joué un rôle. On sait aussi que la quasi-totalité des matériaux qui sont déposés à la Bérarde, ils proviennent du torrent de Bonnepierre, et que ce torrent est surmonté par un imposant glacier, le glacier de Bonnepierre. À la suite de la crue, des remontées de terrain ont indiqué la présence d'un lac glaciaire qui se serait vidangé pendant l'événement. Du coup, on a fait appel à nos collègues glaciologues de l'OSUG et du Légos, qui ont enquêté sur la contribution potentielle de ce lac glaciaire et de manière plus générale du glacier de Bonnepierre à la crue. Alors le glacier de Bonnepierre, c'est un glacier qui se situe en amont du village de la Bérarde. Et c'est un glacier un peu particulier, hein. Il s'agit d'un glacier noir, c'est-à-dire un glacier dont la surface est recouverte par un amas de débris rocheux. Et c'est cet amas de débris rocheux qui protège le glacier de la hausse des températures de l'atmosphère, qui explique que ce glacier est beaucoup moins diminué que les autres glaciers blancs aux alentours. Alors le lac supraglaciaire en question, il se situe à la surface du glacier de Bonnepierre à 2600 mètres d'altitude. Ce qu'on sait de ce lac, c'est que c'est un lac saisonnier qui se forme au printemps, qui se vidange dans l'été naturellement et progressivement, et qui jusqu'alors n'a occasionné ni crue ni dégâts particuliers. Donc au soir du 20 juin 2024, c'était pas un lac qui faisait l'objet d'une vigilance particulière, comme beaucoup d'autres lacs de ce type d'ailleurs, qui ont tendance à se développer dans le cadre du réchauffement climatique en cours. Alors pour en revenir à l'événement qui a touché la Bérarde, notre objectif, ça a été d'essayer de comprendre quelle était la contribution du lac supraglaciaire et plus généralement du glacier de Bonnepierre à cette crue. Et en particulier, on a essayé d'expliquer quelle pouvait être l'origine de ce volume d'eau inconnu qui a contribué à accentuer l'intensité de l'événement. Donc pour répondre à ces questions, on a constitué une équipe pluridisciplinaire, principalement des scientifiques de l'OSUG, donc des glaciologues de l'IGE, des géophysiciens d'ISTER et d'autres collègues géophysiciens du Légos à Toulouse. Donc on a réalisé des analyses et des mesures de terrain pour comprendre pourquoi et comment ce lac s'était vidangé soudainement. Donc la première conclusion, ça a été que la vidange de ce lac, elle s'est faite par circulation intra- ou sous-glaciaire, c'est-à-dire que le lac s'est vidangé par le fond et qu'on a détecté en surface aucun indice de débordement, mais au contraire, au fond du lac, la présence d'un conduit de vidange bien visible. Alors un conduit de vidange, c'est un tunnel qui se forme naturellement à l'intérieur du glacier sous l'effet de la pression et de la circulation de l'eau et qui mène jusqu'au bas du glacier. Alors on peut supposer que la pluie et la fonte de la neige auraient mis les conduits en pression et déclenché la vidange du lac. Mais ça, on ne peut pas en être sûr. C'est également assez difficile de dire en combien de temps s'est faite cette vidange, mais on pense qu'il a fallu entre 1 et plusieurs heures pour évacuer ce volume qu'on estime à 100 000 m3. En parallèle, lors de l'été qui a suivi la crue, on a repéré une zone effondrée au bas du glacier. Alors à l'intérieur de cette cavité, on a découvert un conduit intraglaciaire, c'est-à-dire une sorte de tunnel avec une section d'1 mètre carré environ. Ce conduit, il atteste d'une circulation d'eau à l'intérieur du glacier, du haut vers le bas. Alors on pense que cette cavité, elle contenait une poche d'eau d'un volume nettement inférieur à celui du lac, qui se serait formée à l'intérieur du glacier il y a plusieurs années et qui se serait elle aussi vidangée, mais on ne sait pas trop à quel moment. Il y a donc deux conclusions principales à notre étude. La première, c'est que le lac supraglaciaire de Bonnepierre a bien participé à la crue de la Bérarde avec un volume estimé à 100 000 m3.
Mais les analyses de nos collègues hydrologues suggèrent que la contribution du glacier pourrait dépasser les 100 000 m3 du lac, ce qui m'amène à la deuxième conclusion. Les observations de la cavité effondrée suggèrent qu'il pourrait y avoir d'autres poches d'eau internes au glacier qui se seraient également vidangées à l'occasion de l'événement par un processus en cascade, mais sans qu'on puisse vraiment connaître le volume de ces réservoirs additionnels. Alors, étant donné le manque de connaissances sur le réseau intraglaciaire et de poches d'eau à l'intérieur du glacier de Bonne-Pierre, en fait, aujourd'hui, la contribution du glacier à la crue du 21 juin reste difficile à quantifier. Au final, ces différentes analyses, elles nous ont permis de comprendre les différents ingrédients qui ont mené à la catastrophe de la Bérarde. D'abord, une grande quantité de cailloux disponibles pour le torrent de Bonne-Pierre. Ces cailloux, ils ont joué un rôle majeur dans les débordements, dans l'impact au bâtiment et aussi dans le fait que le torrent se soit créé un nouveau lit à proximité directe du cœur historique du village. Ensuite, il y a eu cet épisode de pluie et de fonte de neige en haute montagne, assez exceptionnel sur 48 heures. Et pour finir, il s'est ajouté un phénomène glaciaire dont on ne connaît pas la contribution exacte, mais qui a participé à aggraver l'importance de la crue. Donc cet événement de la Bérarde, il est inédit et il a été favorisé par le changement climatique, qui rend plus probable des pluies à haute altitude et qui accélère aussi la fonte glaciaire. Dans ce contexte, on ne peut pas exclure qu'un nouvel événement d'une telle ampleur se produise à l'avenir. Donc cette crue du 21 juin 2024, elle doit être considérée comme un événement de référence pour l'urbanisme et dans les réflexions en cours sur le réaménagement de la Bérarde. Alors ce travail de rétroanalyse, il montre qu'il est possible de mobiliser une grande diversité d'expertises rapidement en réponse à un événement inédit et impactant. Ce travail, il montre aussi que malgré les différentes expertises, des incertitudes persistent et il faut donc être relativement humble par rapport à ce qu'on est capable de comprendre des phénomènes naturels en montagne. Et enfin, cette crue, elle pose la question plus large de l'évolution des risques naturels en montagne dans le contexte du changement climatique en cours.